J'avale 2 bérets verts au petit déjeuner. Le minable que tu as tabassé, c'est John Wick. Yippee-ki-yay, pauvre con. Va falloir qu'on se démerde seul, ma couille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième quart de finale du tournoi des meilleurs films d'action. Je suis avec un invité plutôt exceptionnel parce qu'il n'est pas... Tu n'étais jamais venu dans une de mes vidéos, ça me fait super plaisir de t'avoir. Valérian de la chaîne Cinefiles, voilà, donc vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est les critiques les plus longues d'internet je crois. Non, quand même pas. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Ça fait très plaisir de t'avoir Valérian. Et donc on est là pour un duel au sommet, un duel entre deux films cultes américains, Die Hard 3 et Terminator. Et donc Valérian va commencer tout de suite à nous donner son avis sur Die Hard 3. Die Hard 3, je l'ai vu hier soir. Je trouve que c'est un film qui, malgré la fin, comme tu l'avais dit dans ta vidéo, c'est un film qui n'a pas de déchets. Il va vraiment droit devant lui. Il est assez efficace sur la mécanique de changement de scène. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent aux quatre coins de New York. Donc c'est vraiment un film qui mise à fond sur son efficacité et aussi sur les moyens déployés, puisqu'on n'est pas encore à l'ère du tout numérique. Il y a quelques effets numériques, mais c'est vraiment un film qui, quand on voit les embouteillages ou les courses, les tirs dans les bagnoles et tout ça, c'est assez virevoltant ce qui se passe. Et je trouve que c'est un bon retour après un deuxième volet qui a été un petit peu chancelant de, je crois, Rémi Harlin. Qui est la suite plus, quoi, vraiment basique. Voilà, la suite pour faire la suite. Ouais. Bien, avec ce film-là, ils arrivent vraiment à déchaîner toute la puissance de McClane et des enjeux vraiment globaux. Ouais, mais juste, je voudrais qu'on revienne sur cette fin, quoi. C'est quand même... Non, mais c'est horrible d'avoir... T'as vu l'alternative ? Non, j'ai lu ce qui était supposé se passer où McClane retrouvait le mec dans un bar, dans un pays paumé, et genre il y avait une espèce de confrontation en mode Kill Bill 2, quoi. Ouais. J'ai l'impression un dialogue, et il le finissait au bazooka, je crois. Oui, c'était un truc un peu fou. La fin, d'un coup, c'est grotesque, quoi. Il retourne une boîte de cachet d'aspirine. Ouais. Il voit le nom d'une usine dessus. Des docks ou un truc comme ça. Fin de l'histoire, quoi. Donc ça, c'est vraiment horrible qu'un blockbuster s'effondre sur sa fin comme ça. Mais c'est vrai que tout ce que tu as dit est vrai. Voilà, c'est un film qui n'arrête jamais, qui arrive à utiliser une ville comme élément quasiment central de l'histoire, et c'est rare. J'ai pas énormément d'exemples de films d'action qui arrivent à aussi bien utiliser une ville. Peut-être Mission Impossible, le dernier à Paris, d'une certaine manière, mais il n'utilise pas vraiment... Dark Knight, je trouve. Il y a quelque chose où on se voyage vraiment dans la ville. Ouais, c'est vrai. Gotham arrive à avoir une vraie identité dans le McTiernan est new-yorkais ? Oui, il est dans ce cas-là, ça se sent. Parce qu'en fait, il y a aussi tout un rapport au premier où le fait que ce soit à Los Angeles et à côté de Fish Out. Oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Que lui incarne en tant que New-Yorkais en fait, à Los Angeles. Et là, on sent qu'il est chez lui, tu vois, il est chez lui, quoi, vraiment. Et ça, c'est pas mal du tout. Bon, bah écoute, Die Hard 3, moi j'ai d'autres choses à dire dessus, je suis pas sûr. Oui, l'énigme j'aime beaucoup cette énigme des bassines d'eau là. Les gens, ça les a perturbés dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui m'ont fait cette réflexion, mais ça fait partie des trucs. C'est vrai que c'est un blockbuster. Est-ce que c'est un blockbuster d'action ? C'est un thriller. Il y a de l'action. Un thriller d'action. Voilà, c'est un compromis. Un thriller d'action. Ça rentre donc dans la catégorie des films d'action. Et je trouve que c'est un film qui est assez malin. On rappelle que le scénario, à la base, comme tous les Die Hard, c'était pas fait pour être un Die Hard. Il était spéculatif, quoi. Ouais, c'était un scénario qui s'appelle Simon Says. Et McTiernan est tombé dessus et il a réadapté avec le personnage. Ça aurait pu être pour L'Arme Fatale, par exemple. Totalement. Complètement. Ça aurait même été. Oui, ça aurait totalement pu être pour L'Arme Fatale. Ils auraient peut-être dû, vu ce qu'ils ont fait après. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Et donc après, on va passer au deuxième film de ce quart de finale, qui est donc le grand, l'énorme, le culte Terminator. Je l'ai revu hier soir. Putain, ça a vieilli. Ah ouais. Tout, les musiques, la façon de filmer. Bon, les acteurs forcément ils ont vieilli, no shit Sherlock, mais les talonnages aussi. Après il y a une façon de filmer la nuit qui est vachement séduisant, vraiment très ancré dans son époque. Bien sûr le Terminator c'est iconique, Schwarzenegger est assez génial là-dedans. Ces mouvements de tête. C'est quand il est dans la voiture de police et tout d'un coup il y a un truc de radio qui s'active et il fait un mouvement comme ça. C'est assez comme vraiment une machine tout d'un coup qui fait son focus, tu vois. C'est assez génial la façon dont il interprète par moment. C'est que c'est un rôle qui est pas si évident finalement parce que il arrive à le faire parfaitement en fait. Le côté hyper monolithique du robot, mais sans être caricatural non plus. Enfin, je trouve qu'il a réincarné ce personnage. De super juste, quoi. Oui, il invoque vraiment une menace planante, puisqu'on revient régulièrement sur des scènes où il fait rien de particulier, quoi, mais il est toujours en train de traquer sa cible. Il y a cette espèce de panoramique qui montre déjà la présence et l'absence en fait du Terminator, où il est chez la mère de Sarah Connor. Et
t'as un espèce de panoramique sur la cheminée, tout d'un coup on voit une porte qui est complètement défoncée, alors qu'on entend la voix de la mère, tu vois. Et à la fin, c'est moi aussi je t'embrasse, et tu vois la gueule du Terminator à moitié éclairée. Enfin, il y a des fois des travails de lumière qui sont assez dingues. Hein. C'est marrant parce que ça va revenir un peu dans le 2 avec la séquence où t'es mis le mec planté au bout du truc et tu il fait la tente ou je sais plus quoi. Et que, à la fin, tu panotes et tu vois la meuf qui est plantée dans son frigo, ou je sais plus si c'est la meuf. Non, c'est le mec, ça, avec la bouteille de lait. Et c'est un peu ça, c'est ce côté genre. La menace est là, elle est présente, tu sais qu'il y a un problème, mais tu n'arrives pas encore à identifier le fond du problème, quoi. Et donc oui, après, moi j'ai un peu de mal à me souvenir, je l'ai pas revu pour ce tournoi, je l'ai vu il y a peut-être un an, et j'ai un peu de mal à me souvenir toute la partie centrale en termes de péripéties entre, c'est-à-dire qu'il y a la fusette dans la boîte de nuit, après ils finissent au commissariat, et le Terminator vient aller chercher le commissariat. Il y a de la course-poursuite, il y a aussi des flashbacks. Dès qu'il est avec Sarah ou qu'il essaye de s'endormir, il y a des flashbacks sur le moment où il est avec une femme aussi. Ils sont en train de ramper dans les débris. Après, il va dans un espèce de camp, dans un bunker. Donc ça, c'est aussi des choses qui prennent du temps. Et il y a l'espèce de nœud un petit peu mou. Juste avant le commissariat où ils sont encore ensemble en train de passer de voiture en voiture. Avant le commissariat, il y a un moment qui et après le commissariat, ils vont sous un pont. Après, ils vont dans un hôtel où ils vont commencer à fabriquer des bombes. Et là, c'est là où, à la fin, c'est le commissariat qui est une espèce de pivot qui est là presque pour redynamiser d'un coup l'intérêt, quoi. Et donc, en termes d'action, Terminator, c'est basique. C'est basique parce que déjà, Die Hard 3, c'était grosse machine. Là, c'est un film indépendant. Je crois bien que Cameron vient de chez Corman. Donc, il y a aussi un côté de crafting à l'ancienne, mais à faire avec les moyens du bord. Ça se voit dans la scène du commissariat. Tu sentais qu'ils avaient un fragment du bâtiment pour zone de tournage, et tu as des plans de couloirs qui sont strictement les mêmes. Et d'un plan à l'autre, c'est pas du tout les mêmes choses, quoi. Ouais, genre ils ont changé la table ou l'éclairage. Tu vois, et là, ça se voit en fait que d'un plan à un autre, c'est le même couloir, mais t'as pas les mêmes personnes, alors que c'est exactement le même, quoi. Et là, tu sens vraiment qu'il y a un énorme bricolage, et si on fait un peu attention, ça se voit. Et ça peut peut-être un peu faire sortir du film. C'est efficace parce qu'il y a la musique, il y a les bruits, il y a cette présence incroyable, mais quand on regarde avec un œil, avec du recul, avec un peu de froideur, avec un côté désenchanté, on se dit que ça marche, mais il n'y a rien de spécial. Ouais, moi c'est pour ça que j'ai préféré mettre le 1 que le 2. Je trouve qu'il y a plus de... Le 2, je le mettrais sûrement dans un top SF. Je trouve que le 1, déjà, il est un peu plus action que SF par rapport au... Parce que les SF, on va dire que je la trouve très... C'est un peu... Il y a un peu un rapport à Predator où c'est très primaire, en fait, le côté SF dans Terminator. C'est vraiment un... On va dire, pour moi, c'est une idée qui déclenche le film. Mais après, on est dans un... Ça pourrait être un monstre, ça pourrait être beaucoup de choses que... Alors moi je suis pas du tout d'accord. Justement en revoyant les ressorts, je fais un peu plus attention. Je trouve qu'au contraire c'est un film vraiment SF parce que le Terminator c'est un robot et c'est une force de l'ordre. Et dans le film il va se confronter systématiquement à des idées de robots et des forces de l'ordre. Rien que le premier plan. Il sort justement de son espèce de cocon et après il est sur un toit devant l'énorme ville la nuit. Et cette ville, qu'est-ce qu'elle forme ? Elle forme des lignes de lumière. Et ça, c'est carrément la référence, je pense, à un plan de Koyaanisqatsi, qui est un film, un des films les plus engagés socialement, où on fait un rapport entre les villes américaines vues du dessus et des circuits imprimés. Donc, le Terminator, qui est un système autonome et robotique, va se confronter à un autre système. Le vendeur d'armes, qui lui dit carrément qu'il pourrait le remplacer. Les robots remplacent les humains dans la vente. Les forces de l'ordre, la police. Le robot qui est efficace, lui, ne voit que la police est inefficace puisqu'il ne peut pas rencontrer Sarah Connor. Le gardien de la boîte de nuit Tech Noir est incapable de l'arrêter alors que c'est son boulot de force de l'ordre. Et puis je te parle même pas en tant que force de l'ordre et de système d'ordre parfait, sophistiqué du futur, va se confronter à quoi en premier ? À des loupards, à des punks. Donc je trouve, c'est un peu, tu vois, un peu l'idée de Starman ou de E.T., c'est-à-dire on a un élément science-fictionnel qui va interagir avec des éléments du présent pour faire ressortir toute leur inefficacité ou côté ridicule en fait de ces gens qui essaient de sauver leur pauvre vie alors que ça sert à rien, ils vont déjà tous mourir dans le film, tu vois.
Donc, et en cela, moi, là, je vois que c'est vraiment un film de science-fiction, parce qu'il commente. Le deuxième, il y a des choses sur tout ce qui est quand ils vont chez les Mexicains, tu vois. Sûr, ouais. Mais le premier a quand même un commentaire social important. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que la SF a peut-être. Moi, je suis pas assez peut-être connaisseur de littérature SF, par exemple, et il y a peut-être cette portée, on va dire, allégorique et commentaire sur notre société qui est primordial pour de la SF. Et comme tu viens de le souligner, Terminator fait quand même le taf à ce niveau-là. Donc, écoute, il va être venu le temps de choisir. Ton vote, en termes de meilleur film d'action, va à qui? Enfin, comment t'opposes les deux films et qui tu choisiras à la fin? Alors, c'est difficile parce qu'il y a quoi? Il y a 10, 11 ans d'écart, à peu près 95 et 83, je m'abuse. 83, 84, oui. Donc, il y a l'âge qui joue quand même en la faveur de Die Hard. Les moyens déployés. Ouais, la zone d'action dans Die Hard est, tu l'avais dit, l'échelle d'une ville. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Le montage alterné de fin, quand il est sur le bateau, qu'on a en même temps les gens dans l'école, on a le mec qui est devant la bombe, tu sais, le mec un peu gros là, qui est un geek des bombes. On a Simon et tout ça, et en fait tout se cumule dans un montage de plus en plus rapide jusqu'à ce que tout d'un coup il découvre la bombe. Ça, c'est des trucs d'action qui fonctionnent super bien. Ouais, même l'évacuation de l'école et tout. Même si tout ce qui se passe avec l'école, on nous dit dès le départ que c'est du bidon, puisqu'à un moment tu as Simon qui dit ils ont tout gobé. Tu sais très bien que mais le spectateur, tu vois, justement, dans le flux d'images, le flux d'action, de tout ce qui se passe, c'est dense, on oublie ce qu'il dit, parce qu'on ne fait pas confiance à ce mec-là, parce que c'est un méchant, alors qu'on devrait lui faire confiance, tu vois. Alors donc là, il y a une espèce de jeu de manipulation qui est pour le coup plus un élément de thriller qu'un élément d'action, mais la densité de ce qui se passe par rapport à Terminator qui prend beaucoup plus son temps, surtout que c'est pas le même rapport, c'est des gens poursuivis contre quelqu'un qui doit résoudre des énigmes, mais en même temps il se rend compte qu'il y a une espèce de machin qui se passe derrière, quoi. Donc on est en termes de rythme, de palpitation, je trouve que Die Hard est beaucoup plus orienté vers vraiment de l'action, quoi. Je trouve que Die Hard est plus ludique en tout cas. Oui, il s'amuse complètement. Un jeu de chat et souris, t'es impliqué, on te balance des énigmes, t'essaies de les résoudre avec les personnages, enfin. T'es malmené comme Mike Lane, là où c'est vrai que Terminator a ce côté, à part un peu le début où tu vas être un peu perdu parce que ça. T'as pas le tenant et les aboutissants on va dire de l'univers qui t'est présenté et tu les découvres un peu au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus primaire en termes d'efficacité d'action. C'est un croque-mitaine qui poursuit des gens et qui va essayer de les détruire. Parce que là, je pense qu'il y a aussi une différence entre cinéma indépendant où Cameron fait un petit peu ce qu'il veut dans la mesure du possible avec son budget, et McTiernan qui est quand même dans une grosse machine hollywoodienne, 3e film d'une série, ça joue aussi. Justement, tout Hollywood en fait crée un espèce de formule. Quand on regarde les durées de ce qui se passe dans Die Hard, à chaque fois 25e minute, bam, midpoint, bam. Il y a quelque chose vraiment d'une rythmique qui est là pour créer un flux parfait d'action. Pour jamais que le spectateur se dise « Oh putain, je m'emmerde ». Alors que dans Terminator, des fois, on a la narration prend beaucoup plus son temps. Alors moi j'avais remarqué que dans Terminator, la narration, je trouvais, était assez bien gérée par rapport aux scènes d'action. C'était pas autant découpé qu'avant avec... je trouve qu'ils arrivent à apporter des informations pendant les scènes d'action, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, pour moi, c'est vraiment le tour de force de Terminator, qui est que t'as pas des moments d'action qui sont juste là pour t'impressionner. Ils sont aussi là pour t'impliquer vraiment dans le parcours des personnages, dans leur narration et dans la création du background qui est hyper importante et de cet univers-là. Et ça, c'est une force que peu de blockbusters arrivent à avoir finalement et peu de films d'action parce que souvent c'est très découpé, action d'un côté, narration de l'autre et on fait des espèces d'aller-retour entre les deux. Et ça, je trouvais ça assez magistral. C'est vraiment ce qui m'avait marqué dans Terminator. Mais donc c'est sûr que c'est deux films qui sont pas faciles à juger. On a un thriller d'action d'un côté et un film de SF action de l'autre. On a 15 ans d'écart, on doit avoir un budget qui doit être de l'ordre du x50 quasiment. Je crois que c'est une affaire de 6-7 millions contre 90 ou 100 millions. C'est quasiment du x10, 12. Donc l'échelle est assez compliquée à prendre en compte. Après c'est tout le principe de ce tournoi, c'est de réussir à choisir lequel finalement on considère chacun ses critères. C'est quoi un peu ton critère pour qu'est-ce que c'est quoi, c'est le projet cinématographique, la place qu'il va occuper, comment pas la place qu'il va occuper parce que sinon Terminator l'emporterait haut la main, tout simplement. Je veux dire, Terminator est un grand film et Die Hard 3 est un très bon film. Mais moi, je ne vais pas prendre en compte sa place dans le patrimoine, Terminator. Je vais prendre vraiment en compte l'objet de ton tournoi, le film d'action. Qu'apporte-t-il en termes d'action ?
Et rien que l'idée, et tu l'avais dit, la place de la caméra portée dans Derrière 3, qui est quand même, on va dire, une dynamique qui va refaire après dans le 13e guerrier, et quelque chose qui va être suivi et même dopé davantage dans les Jason Bourne. C'est même le premier, c'est vraiment celui qui a ouvert la voie au cinéma d'action des années 2000, mais qui du mauvais côté, quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que ça a été repris sans vraiment comprendre la substance. Pourquoi il le faisait, je trouve. Moi, je trouve au contraire, tout ce qui est Jason Bourne arrive à trouver, parce que justement, ça, c'est un film pré-11 septembre, et la dynamique de l'action va vraiment changer par la suite. Tu veux dire à partir de Jason Bourne, à partir du 11 septembre, le film d'action va se tourner et le rapport à l'image sera plus du tout le même. Et ça, justement, c'est bien aussi de voir un film d'action qui est avant cette catastrophe. Ça, c'est sûr que ça et justement, on voit des plans du World Trade Center et tout ça d'une façon presque gratuite. Tu te dis, tiens, il y a le World Trade Center. Le début du film, tu pourrais plus le faire aussi comme ça à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le début du film, tu as des images de New York avec la musique qui est vraiment hyper cool. Un peu un après-midi de chien, il recommence comme ça. Boum, ça explose. Quoi. Et ça, post-11 septembre, c'est une image que c'est pas possible. Tu pas capable d'encaisser. Ça pourrait commencer à le redevenir maintenant. Parce qu'il y a eu la guerre des mondes qui est passée par là. Surtout truc genre bloc de l'Est, tu sais, avec les anciens militaires de machin, tu te dis, d'accord. Ça passerait plus à l'heure actuelle. C'est un cinéaste new-yorkais aurait du mal à le faire. Un cinéaste new-yorkais. Les images ont commencé à se... Il y a Avengers qui est repassé par là, New York avec des extraterrestres. Ou même Batman, quand même, à la fin de Batman Begins, c'est un mec qui fonce dans un bâtiment avec un train, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est... Et c'est Ra's al Ghul, origine berbère, le mec, donc bon, c'est vrai que j'ai jamais fait le lien, mais ça... Je trouve que ça même déjà le fait que ce soit Gotham, une vie ainsi fictive et tout ça, ça aide à passer la pilule. Mais c'est vrai qu'après même il y a Man of Steel qui est passé par là. En fait, pour moi, il y a la guerre des mondes qui a vraiment lancé une nouvelle dynamique dans la destruction de l'Amérique, qui a réussi à assumer ça, et il y a plein de films après qui ont repris ce principe-là, et c'est devenu un peu l'overdose du destruction porn américain avec Michael Bay et même Man of Steel, ce genre de choses. Mais donc derrière 3, c'est juste avant toute cette période et tous ces nouveaux films, et je trouve vraiment... j'allais dire rafraîchissant, alors que le film date, mais rafraîchissant de voir en fait un film qui est encore décomplexé avec la destruction de sa ville, en fait. Et la paranoïa en fait des écoles et tout ça, et le vivre sans qu'il y ait encore ça qui va nous tomber dessus. Je crois qu'il y avait Couvre-feu ou The Siege avec Denzel Washington et Bruce Willis, qui était sorti aussi dans les années 90, qui parlait carrément de terrorisme. Je crois que même c'était peut-être à New York ou à Los Angeles, je sais plus, où là c'était beaucoup plus proche de ce qui pouvait arriver en septembre. Mais là on a quand même... En plus il dit que c'est pas un monstre, que c'est pas un terroriste, c'est un soldat. Donc il y a un côté encore innocent dans ces enjeux de bombes. Donc toi, ton vote va... Pour moi, ce serait Derrière 3. Même si, tu vois, j'avais pas voté pour lui quand il a été confronté avant. Mais je dois aussi prendre du recul quand il est confronté, lui, avec un autre film. C'est le principe du tournoi. Il faut à chaque fois renouveler en fait sa vision quand on arrive à un stade supérieur. Moi aussi, je vais je vais aller vers Derrière 3 pour les raisons qui sont assez simples, qui est que finalement, Derrière 3, c'est un film que je trouve qui s'enrichit à chaque visionnage pour moi, parce que c'est pas qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y en a, mais c'est surtout qu'en fait, il y a une forme de cohésion totale dans son projet, quoi. Enfin, je trouve que c'est un film qui est pensé vraiment comme à la fois le renouvellement d'une saga, le renouvellement d'un personnage, le renouvellement du film d'action et le renouvellement de même la manière de filmer une ville. Enfin, tu vois, c'est tellement de niveaux où si tu peux passer tout le visionnage, juste t'arrêter sur un point, genre comment il traite Mike Lane dans cet épisode-là, et tu te rends compte qu'en fait, il est à contre-courant de tout. Et c'est vraiment et c'est ça dans quasiment tous les degrés, et pour moi c'est hyper riche. Après il y a cette fin qui vraiment me gâche le boulot et qui fait que à mon avis je finirai par les foutre tout en étant, je trouve, dans une continuité avec une correspondance avec L'Arme Fatale dans le buddy movie ethnique. Avec Zeus et il s'envoie des pics tout le temps. Non mais tu vois, ça répond à beaucoup de choses de ce que le film d'action fait. Là où Terminator, on va dire que c'est le début de quelque chose d'énorme. Moi, c'est pas un film qui me touche le 1. Moi, je suis un enfant du 2, donc c'est con, mais tu vois. Et donc, je vois on va dire la prouesse que ça a été de faire ce film et l'efficacité que c'est. Mais j'arrive pas à me dire que c'est mon film d'action préféré par rapport aux deux qu'on a aujourd'hui. Donc, on vote pour le même. Mais écoutez, c'est pas nous qui décidons du destin de ce tournoi. Non, c'est vous. Et donc, vous pouvez voter en cliquant par là. Voilà, là-haut, il y a une petite annotation. Vous avez 5 secondes pour voter.
Et donc voilà, j'espère que vous avez voté. J'espère que ça vous a fait plaisir de suivre cette longue discussion sur Die Hard 3 et Terminator avec Valérian. Valérian, ça m'a fait un plaisir non dissimulé de t'accueillir. Écoute, plaisir partagé, vraiment, merci beaucoup. Non, mais ça me fait super plaisir. Tu as super bien argumenté avec des commentaires qui disparaissent de manière mystérieuse. Commentaires fantômes, tu vois. Commentaires fantômes, mais en tout cas, tu as toujours pris le temps de vraiment bien argumenter sur les duels et je trouve que c'est hyper important parce que c'est le but de ce tournoi, c'est de réussir à réfléchir sur ces films. Alors là, on a pris les films d'action, ça peut paraître bourrin, mais tu vois, il y a énormément de choses à dire en fait sur le cinéma à partir des films d'action et ça va être le but de ce tournoi. Alors à ce propos, j'aimerais attirer votre attention. Il existe une certaine littérature sur le cinéma d'action. Il y a par exemple ce bouquin qui est Théorème 13, une transformation des héros aux super-héros. C'est un bouquin qui date de 2009. C'est le compte-rendu d'un séminaire de spécialistes qui se sont posé la question sur l'évolution du héros. Et ça va du héros bolchevique, donc le héros russe, en passant par les luchadors mexicains. Et nous avons après le héros d'action dans ses cascades, Buster Keaton, Jackie Chan, l'anti-Bruce Lee, on dit, bien sûr, le héros des années 80-90 et le super-héros, c'est l'objet d'une troisième partie. C'est un recueil d'articles de spécialistes. Et pourquoi je propose ce livre ? Parce qu'il est compréhensible. Parce que souvent on dit le jargon universitaire, c'est un peu n'importe quoi. Eh bien là, je trouve que non seulement vous aurez les références, puisque ce sont des films populaires, et en même temps, ça vous permettra de dynamiser certaines réflexions par rapport aux films d'action. Et vraiment c'est un plaisir à lire quand on connaît les films, vraiment. Donc je vous encourage, si vous le trouvez en bibliothèque, pour le feuilleter, ou carrément si vous pouvez l'acheter. Donc Théorème numéro 13, du héros au super-héros, les mutations cinématographiques. Voilà. Et donc c'est Presse Sorbonne Nouvelle, l'éditeur. Bah écoute, ouais, ça a l'air pas mal du tout. Donc ok, j'essaierai de jeter un oeil si je tombe dessus. Et écoute, il y a à boire et à manger, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est clair. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que d'un truc qui peut paraître bourrin, en fait, ça raconte tellement de choses sur les pays concernés, les archétypes de personnages et donc d'identités que ça parle, et le cinéma en général, quoi. Donc c'est ça qui me plaît. Moi, j'aime bien le cinéma d'action parce que c'est à la fois divertissant et immensément riche. C'est hyper riche comme cinéma. Parce qu'en plus, c'est un cinéma qui nécessite du budget, donc qui est vraiment au centre de l'industrie. Enfin, on peut. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de cinéma d'action français. Un petit peu, mais c'est rare. Ben oui, mais c'est rare et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a un peu. C'est pas forcément que pour moi, quand tu as des bons films d'action dans un pays, ça veut souvent dire que l'industrie se porte bien. Oui, c'est vrai. C'est un bon critère. C'est pas parce que les gens sont bourrins qu'ils aiment les gens qui se tapent dessus, non, c'est parce que l'industrie se porte assez bien pour que le pays est capable de proposer ce genre d'œuvres cinématographiques. Parce qu'il faut des spécialistes, il y a une logistique. Arts martiaux, réussir à faire des belles pyrotechniques, tout. Donc c'est une vraie logistique qu'un pays, et pas tous les pays sont capables de le faire. Et donc voilà, j'aurais pu mettre des films indiens dans le tournoi, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, bon. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette belle vidéo. Écoute, moi, encore une fois, merci Valérian. Merci à toi. Ça m'a fait un super plaisir de pouvoir vous présenter ce quart de finale. Et donc, on se retrouve très vite pour le prochain quart de finale. Et surtout, après, il y aura les demi et la finale. Bref, le tournoi suit son cours. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile!